C'est déjà on va le sous-titrer. On va le sous-titrer parce que les filles ont pris les chars. Moi, je suis comme, je vais prendre les rouges à lèvres. Essence électrique, je suis pas... Non, on n'est pas là, pantoute. Pour moi, je regarde un char électrique puis je viens en crise. C'est bon. Comment qu'un gars qui saute en parachute à tout bout de champ, c'est dur à assurer aussi? C'est dur à assurer aussi, effectivement. Ah, puis il n'est pas assurable, lui, mec. Surtout gars, après une Lada, là. Moi, je pense qu'il faut un porte-parole. Jonathan, notre invité de cette semaine, s'est fait connaître du grand public, grosso modo, alors que tu avais moins 35 ans autour de ça. Je t'avais même pas né encore, toi. T'étais loin d'être né. Écoute, on a exactement le même âge. C'est à l'âge de 8 ans qu'il s'est fait connaître du grand public avec le film Le Matou. Depuis, il a participé à 25 films, 40 séries télé, 12 de pièces de théâtre. Il a aussi fait de l'animation. Et il a aussi été porte-parole de Hyundai accessoirement, ce pourquoi on le reçoit aujourd'hui. Toi, tu l'as connu de quelle façon? La première fois que je l'ai vu à la télé, moi, c'était à l'émission Random. Oui! Quand j'étais plus jeune, on écoutait ça. Même si je dis qu'on est plus jeune. La semaine passée. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. OK. Non, moi, Ramdam, j'ai pas écouté ça. Tu comprends que je suis pas de cette génération-là. Mais évidemment que je l'ai vu grandir à la télé parce qu'on a exactement le même âge. On n'a pas exactement eu la même carrière. Bon, évidemment, vous aurez compris que c'est Guillaume Lemaitre-Vierge qui est avec nous. Bonjour. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai jamais parlé de char. Je pense, dans une entrevue. Puis là, je pense que j'en ai beaucoup à dire, en tout cas. C'est très bon, c'est la première, c'est parfait. Oui, c'est la première. Alors, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir, Jonathan, Antoine. On va passer un bon moment. Écoute, tu t'en souviens peut-être pas, mais je recule en janvier 2020. Au moment où on a lancé ce qu'on appelait peut-être pas à l'époque un podcast, mais l'émission radio du Guide de l'auto sur Cube Radio qui naissait à ce moment-là. Mm-hmm. Et tu avais été mon premier invité à cette émission-là dans le cadre du Salon de l'Auto de Montréal. Ah oui, ben oui. Et donc, cette émission-là existe encore toujours sur Cube Radio, que j'anime, que je co-anime, devrais-je dire. Alors, ça fait un bon bout de temps, évidemment, qu'on s'est parlé, qu'on s'est vu. Et à cette époque, tu étais encore porte-parole du constructeur Hyundai, évidemment. Première question que j'ai pour toi, tu es un gars qui aime l'adrénaline, les sports extrêmes, mais est-ce que tu es un amoureux des voitures à la base? Moi, je pense que ça va exactement dans la même lignée de ce que je suis au niveau de ma carrière, au niveau de mes sports extrêmes que j'aime faire. J'adore les voitures, mais quand je suis dedans. OK. Je ne suis pas un gars de char qui va aimer le look. OK. Ça me parle moyen. En fait, ce que j'aime, c'est souvent à l'encontre. Si tu me dis ton char de rêve demain matin, c'est quoi? Je vais te dire, je vais aller me chercher un Delta 88 que j'ai eu plus jeune. Ouais. Okay. Je vais te parler d'une Chevette. Je vais te parler de la Renault 11 que mes parents avaient ou du Ford Ranger. Pas la traditionnelle 911 Turbo que tous les gars rêvent d'avoir à 50 non, ans. Non, je suis pas là-dedans, moi. Je suis dans la conduite. J'ai appris à conduire extrêmement jeune. J'avais un ami plus vieux que moi qui avait son permis de conduire alors que j'avais 9 ans. Puis il m'a dit à un moment donné, je vais te montrer à chauffer une Renault, c'était une Renault 5, et je vais te montrer à chauffer manuel. J'ai pas 10 ans. Puis à l'âge de 10 ans, je conduisais très bien manuel, une voiture. Un petit Justy, mettons, Subaru, qu'un autre de mes amis plus vieux avait. Fait que j'ai appris à conduire, mais pour moi, la voiture, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me déplacer. Tu sais, le classique du point A au point B, mais le confort, la façon dont l'ergonomie est super importante, puis sa durabilité, puis sa solidité. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment dans une voiture. À cette heure, son look, sa couleur, les mags. Hey, ça, mon gars, je m'en balance. Mais ça passe vraiment. En troisième. Si ça passe en dernier. Il n'y a rien qui m'insulte plus que de m'asseoir dans un char cher puis d'être inconfortable. Je fais, voyons donc. Faut-tu bien me dire comment que c'est mal placé le piton ici? C'est pas logique, c'est pas... Puis le confort, ça la route, moi, un go-kart, là, mettons, qui n'a presque pas de suspension parce que ça colle plus, là, c'est comme si c'était une insulte. Sur les belles routes du Québec, qui sont des tables de billard magnifiques. Là. Oui.
Moi, je conduis un Ford F-150, puis je me suis rendu compte que, dans le fond, je l'ai pour la ville. C'est à Montréal que je suis plus comme, wow, une chance que j'ai un pick-up. La campagne, pour moi, les routes, ça roule, ça glisse. Ouais. Mais en ville, là, je m'en vais quelque chose. avec le pick-up. On va retourner dans les vieilles années 2008-2009, quand tu as commencé avec Hyundai. Ouais. C'était quoi ta Faut dire perception? Hyundai, d'ailleurs. Hyundai? Ouais, je te le donne Parfait, parce ça. que les gens ont tendance, évidemment, à cause du Y, Hyundai, c'est naturel, mais il faut dire Hyundai. C'était quoi ta perception de Hyundai dans le temps? Parce que c'était son pas ce qui était aujourd'hui. Oui. Moi, la personne que je dois remercier et que je remercierai toujours, c'est Jacques Duval. OK? À l'époque, oui, parce que mon agent, à l'époque, me dit, écoute, tu as un concessionnaire, pas un concessionnaire, pardon, un constructeur automobile qui vient de t'approcher. À ce moment-là, j'étais quand même dans une montée, tu sais, je pense que je venais de faire Nitro ou quelque chose comme ça. Là, j'étais dans une belle montée au niveau de ma carrière. Puis elle me dit Hyundai. OK, je me souviens d'avoir une blonde qui avait une poney. Puis c'était pas... Non. C'était pas le char de rêve, disons. C'était Mais pas non. ça que tu visais en premier. Tu sais, c'était plus Vaux, Golf, tout ça que mes amis c'est avaient. vrai. Ouais. La poney était plus en deuxième. Ouais. Puis, elle avait... Je te trouve pris poli parce que contact. t'étais plus en 13 ou 14e, tant qu'à moi, mais... Ouais. Effectivement. Il y avait quoi, la Stellar aussi à l'époque? Ouais, de c'était les Hyundai. deux navets de Hyundai, mais c'est ce qui les a mis sur la carte. C'est ce qu'ils ont mis sur la carte, puis on reviendra, c'est une belle parenthèse à faire. Pourquoi Hyundai a pris autant de popularité? Ils me l'ont déjà raconté. Tout ça pour dire que Jacques Duval parle à mon agent, Sonia, puis il dit Hyundai, pour moi, est le fabricant automobile qui va prendre le plus d'ampleur dans les prochaines années. Il avait vu ça d'avance. Il avait vu ça d'avance. Alors, elle me répond ça. Le contrat, au début, était... C'est toujours payant d'être porte-parole pour un constructeur automobile, mais c'était dans probablement les constructeurs qui payaient le moins, parce que c'était Hyundai, mais avec une possibilité de grandir, d'avancement. Fait que j'ai fait « Allons-y ». Puis dès les premières pubs, je trouvais qu'ils étaient très... ils osaient quelque chose qu'on avait rarement vu au niveau de la publicité pour une voiture. C'est-à-dire qu'au lieu de filmer la voiture dans un bel angle, avec un beau paysage, puis une lumière avec le soleil couchant, on était plus dans la situation de l'humain, que l'automobile, c'était secondaire, c'était sa vie d'abord et avant tout. Fait que dans les premières pubs, je sautais en bungee, j'allais magasiner quelque chose, et j'étais comme pas impressionnable parce que le char que j'avais me satisfaisait. En tout cas, l'angle qu'il avait pris pour me proposer les premières publicités, je le trouvais vraiment brillant. Et on a navigué ensemble pendant... on a fait 13 ans ensemble. Ouais. Puis à chaque année, je me rendais compte que Jacques Duval avait tellement eu raison. Les modèles devenaient de plus en plus bons, fiables, performants. Bien, c'était en 2007, en tout cas, ou à la fin de 2007, c'est la première fois que Hyundai réussissait à rejoindre ou à battre le premier record qu'ils avaient établi de vente, qui était en 85 ou 86. Parce que c'est un constructeur qui a grandi à vitesse grand V. Ouais. À peine 3 ans après leur arrivée au Canada, il y avait 10 du marché. C'est même pas imaginable aujourd'hui que ça se puisse. Même si les Chinois arrivaient demain matin avec des véhicules à prix plancher pour inonder le marché, ils ne réussiraient pas ça. C'était un contexte spécifique, unique et uniquement canadien parce que c'était pas vendu aux États-Unis à l'époque. C'est vrai, tu as raison. Et c'est en 2007 qu'on a réussi à battre le premier record qu'on avait fait. Et toi, tu es arrivé à ce moment-là. Ouais, Fait qu'il n'y a pile poil. peut-être pas un si grand hasard. Puis ce que tu es en train de me dire, dans le fond, c'est que ton premier feeling avec les gens de Hyundai, avec les stratèges, avec les gens qui s'occupaient du marketing, il était très positif. Là. C'était extrêmement positif. C'est des gens qui avaient une grande ouverture d'esprit sur, OK, le Québec fonctionne d'une façon différente. Ils me montraient les pubs dans les journaux canadiens anglais et les pubs dans les journaux francophones. Puis c'était la même pub pour le même char, mais ils me disaient, regarde, les couleurs, c'est pas les mêmes. La Il était capable de grosseur, s'adapter puis pas te l'imposer non plus puis dire, hey, on est obligé de faire ça de même. Il était ouvert précisément, d'esprit. Là. il était très, très ouvert d'esprit. Puis il comprenait que le porte-parole, c'est quelque chose qui est émotif chez les Québécois en général. Si tu vas chercher l'émotion, tu es capable de vendre le produit. Mais le Québécois moyen, il veut pas se faire raconter, mettons, c'est pas juste au niveau du deal, c'est pas juste au niveau de justement du look, c'est pas juste au niveau de la fiabilité, tu vas le chercher par l'émotion.
Et ils avaient compris ça, puis ils laissaient travailler les créateurs québécois. Puis c'est ça qui était super Tu avais ton beau. point de vue, dans le fond. Oui, je pouvais avoir mon point de vue, surtout sur la façon de tourner. OK. Puis je pense que c'est pour ça que les gens ont aimé l'approche que j'avais avec Hyundai. C'est qu'ils ne sentaient pas que je me dénaturais pour devenir une espèce de porte-parole très beige, très neutre, qui veut essayer de plaire à tout le monde. Non, il y avait des affaires qui sortaient un petit peu de l'ordinaire dans le genre de publicité qu'on faisait. Puis, si tu me permets, Jonathan, pour terminer, parce que ça, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas connu, mais à l'époque, les poneys, les Stellars, qui Effectivement, il n'a Non, pas connu ça. tu n'as J'étais pas pas là. connu ça. Fait qu'imagine, c'était un genre de chevette, là. On peut se dire. C'est Le poney, littéralement ça. c'était Je me littéralement. permets même de te dire, accessoirement, Ouais. que mon père avait été le premier acheteur de Hyundai Pony au Québec. Il avait acheté ça chez Cloginard à Saint-Jean, qui était un concessionnaire composé de 3 gars qui s'appelaient Claude, Gilles et Normand. Et on lui avait donné un paquet de bouquins à l'époque. Lui s'est présenté là par hasard le jour de l'ouverture du concessionnaire, ne savait pas c'était quoi, a acheté la première auto du concessionnaire, T'imagines? l'a gardé 1 an et 2 mois et l'a changé pour une Stellar. Tu n'as jamais réussi à le reconvaincre d'acheter une autre Hyundai après. Je m'excuse. Ben non, je t'en prie. je Puis sais, il y avait même mais- les jumeaux, vous souvenez-vous, venez voir mon père. Chez Qui- Poney de Montréal. Chez Poney de Montréal, Ça, exactement. c'est Quateux Hyundai aujourd'hui, puis Ouais. c'est les fils aujourd'hui qui sont propriétaires Ils sont de la rendus concession. propriétaires. Ben oui, on Ben s'est ouais. croisés. Et ils m'ont expliqué le problème qu'ils ont eu, c'est que ça s'est vendu tellement vite. Tu sais, quand tu arrives avec un nouveau modèle, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Ben oui. Toi, tu es propriétaire d'une entreprise, c'est sûr que vous avez des ajustements au début ou que vous avez eu, puis ça, c'est normal dans toutes les entreprises. Eux ont eu tellement de succès que tous les problèmes qu'ils ont vécu avec leur voiture, au lieu de pouvoir le vivre en catimini puis de corriger au fur et à mesure, là, c'était vu au grand jour. ouais. Ils n'étaient pas capables de fournir à la demande soit des rappels ou soit des problèmes qui sont tout à fait logiques. Là. Ouais. Et c'est ça qui a fait en sorte que, mettons qu'il y avait 75 des voitures Poney qui allaient bien, on s'est concentré sur le 25 problématique. Là, si on est au Québec, là, fait que c'est normal. Exactement. Puis là, ben, ça a fait une... Donc, ils ont été obligés de remonter la pente, mais quand ils l'ont remontée, écoute, je pense qu'elle ne redescendra plus. Puis un fait intéressant à savoir de Hyundai, la grosseur de la compagnie automobile, là, c'est un grain de sable. Ben oui. Hyundai, c'est des bateaux, c'est des grues, c'est C'est des gigantesque. trailleuses à vaches, des lifts, ordinateurs, ils font tout. Ils font tout, Hyundai. paquebots, ouais, ouais. Puis il m'expliquait aussi qu'ils sont parmi les premiers à avoir construit, je pense qu'ils ont dit construire, mais faire leur propre métal. Et c'est OK. la raison pour laquelle, à un moment donné, la superstructure est arrivée, c'est qu'ils étaient fabricants de leur propre métal, contrairement à beaucoup de Ouais. fabricants automobiles. C'est pour ça qu'ils ont pris Une envolée. une envolée extraordinaire en achetant Kia aussi. Ouais, ouais. Ça, ils n'ont pas voulu le dire, comme ils n'ont pas voulu le dire pour Genesis. Puis je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas pire. J'étais en tournoi de golf avec le boss canadien, Don, que je salue. Oui. Très, très sympathique. Un surfeur, musicien, pilote d'avion. Et le gars m'avait dit, là, je suis en train de prendre la décision si j'associe Genesis à Hyundai ou si je les sépare. Fait que j'ai vécu ce moment-là. Alors aujourd'hui, Ouais, Genesis, tu verras jamais le logo Hyundai parce que c'est Hyundai. Juste en quelle année? Ben là, on recule, mettons... Ça s'est passé au milieu quand, des quand années Genesis, 2010. quand Genesis est sorti, Ouais, 2016. ils ont pris la décision à un moment donné de se dire, est-ce que je veux l'associer un peu comme Acura et Honda? Ils ne voulaient pas finalement associer Genesis à Hyundai, justement pour que les gens aient l'impression que c'était une voiture plus La classe. confusion de tout ça, c'est qu'on a vendu pendant quelques années des Hyundai Genesis. Et après ça, Genesis est devenu une Ouais. marque à part entière. Fait que là, Exact. les gens, faire la distinction, c'était pas nécessairement Ça si cause un évident. conflit entre les deux. Ben, Ben- ça a créé de la confusion, mais le plan coréen était très clair. Après ça, l'appliquer à l'échelle mondiale, c'était une autre paire de C'est un manches, autre paire là. de manches, puis je pense qu'ils ont beaucoup de latitude aussi. Les dirigeants, mettons, le président de Hyundai Canada a quand même son mot à dire pour le marché canadien. Fait que s'il a l'impression que c'était mieux à l'époque, c'est pas ça qui s'est passé, mais s'il avait convaincu Hyundai au niveau de la Corée que de garder Hyundai et Genesis ensemble, ça aurait été mieux pour le marché canadien, il l'aurait aurait pu. écouté. Ouais. Il aurait Ah ouais? pu le faire. Ouais. Ben, Il y avait- d'ailleurs, il y ils avait vendent du des pouvoir, voitures. là. Ouais, il y avait du pouvoir. Là. Ils vendent des voitures sous différents noms, sur différents marchés. Puis, ils ne croient pas nécessairement au fait que tu as un modèle qui peut fonctionner à travers le monde, comme certains autres constructeurs. Ils s'adaptent à leur marché partout, là. Tu sais, c'est un constructeur qui est gigantesque aujourd'hui. Et pour vous donner une idée, Hyundai vend plus de véhicules que Chrysler maintenant, là. Ah, Tu sais, wow. fait que je pense que cette année, là, de mémoire, c'est 150 000 Hyundai qui ont été vendus, puis 115 000 produits chez Stellantis. Fait que c'est presque 2 fois plus que de Honda.
Quand même impressionnant. C'est loin. très Ouais, impressionnant. c'est vraiment- Ah oui. Je veux revenir évidemment à ton implication dans les pubs, tout ça, parce que moi, ce qui m'a toujours impressionné du travail que tu as fait avec Hyundai pendant 13 ans, c'est que tu as fait partie du processus créatif des publicités, de la façon de faire. À quel point tu étais impliqué dans tout ça? Puis qu'est-ce que tu penses que ça a changé au niveau de la perception du public de voir qu'il y avait un peu de toi dans toutes ces pubs-là? Bien, moi, c'est bien important de dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai pas participé beaucoup au niveau créatif. J'ai apporté des idées, j'ai apporté des modifications ou j'ai proposé des modifications. L'équipe créative, les créateurs de pubs au niveau de Hyundai, avaient leur idée assez claire d'habitude de OK. vers où ils voulaient aller. Je pense que ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est qu'ils se sont collés à quelque chose que je suis pour OK. justement qu'on ait l'impression que j'y ai mis mon grain de sel à travers tout ça. Là où j'avais un mot à dire ou une influence qui était très personnelle, c'est au niveau du jeu, au niveau de la façon De livrer. de livrer. OK. Je pouvais modifier les textes légèrement. Ça, il y avait une ouverture d'esprit là-dessus. Et quand c'est le temps de jouer, quand c'est le temps de faire une action, moi, je suis allergique à tout ce qui est trop placé. Si on sort du naturel, d'ailleurs, avant d'arriver ici, tu viens, je t'ai dit, je ne veux pas voir les questions avant c'est ça. parce que je veux que ça soit vraiment spontané. Ça, je l'ai amené beaucoup avec Hyundai. Donc, avec les réalisateurs, c'était de faire, OK, je me suis d'ailleurs pogné à un moment donné avec un réalisateur solide. Ah là. ouais? Oui, parce que les réalisateurs changeaient régulièrement. C'était pas toujours le même. Puis à un moment donné, écoute, il fallait que, je me souviens plus quoi, là, il fallait que je fasse un commentaire quelconque à côté de la voiture. Et il me le refaisait faire, puis il me refaisait faire. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, on est en train de perdre la spontanéité. Il voulait pas d'improvisation, lui. Il voulait que la ça virgule. soit... C'est pas tant de l'impro que la façon de le dire. OK. C'est vraiment, là, tu sais, des fois, là, j'arrivais en faisant juste... c'est quoi le genre de phrase que je disais? Ça pouvait être un véhicule incroyable pour des gens incroyables. Je dis n'importe quoi, Ouais. là, je m'en souviens pas. Mais là, il me refaisait faire cette phrase-là, là, tu sais, avec des subtilités là, complètement ridicules. Là. Ouais. Tu sais, un véhicule incroyable pour des gens incroyables. Là, il me faisait faire des pauses, des temps. Là, je disais, mais là, je parle plus au monde, je suis rendu un robot. Arrête! Laisse-le naturel. Puis ça, je me suis battu beaucoup OK. pour que ça ait l'air tout le temps vrai. Un peu comme la pub à un moment donné où je me suis mis à parler coréen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a Non. une pub, ça c'était brillant. C'est qu'ils m'ont fait rencontrer un professeur de coréen. Puis le coréen, contrairement au chinois, c'est que le chinois, dépendamment de ton intonation, si tu montes ou si tu descends la même phrase ou le même mot, ça va vouloir dire quelque chose de différent. Alors que le coréen, c'est un peu comme le français. Quand même que je dis il fait froid aujourd'hui, même si j'ai un gros accent, ça veut dire la même chose. Ça ne veut pas dire autre chose. OK. Le coréen, c'est la même chose OK. que le français. Donc, ils m'ont appris le coréen, puis là, je parlais coréen avec des faux boss coréens, comme si j'étais en train de négocier pour le Québec des meilleurs prix. Connais-tu encore des mots aujourd'hui? Je disais, quelque chose comme ça. Ah, On je m'en va souviens le pas. sous-titrer. On va le C'est sous-titrer parfait. parce que c'est ça, je l'avais appris, je l'avais travaillé. Mais tout ça pour dire que ça, c'est une grande ouverture d'esprit de faire comme si le gars était. Puis tu sais, aujourd'hui, peut-être qu'avec l'ère dans lequel on est, ça pourrait être une appropriation culturelle, ça pourrait être n'importe quoi pour Ouais. chialer. Mais j'avais trouvé ça brillant qu'il fasse comme si j'avais vraiment une connexion. Puis dans cette pub-là, je chauffais le bateau qui amenait les véhicules au Canada. Donc, c'était une ouverture d'esprit vraiment extraordinaire. Puis le réalisateur, lui, il prônait la spontanéité. Fait que pour répondre à ta question, j'ai été impliqué dans la façon de livrer le message le plus possible. Puis l'autre chose qui est important de dire, c'est que moi, j'avais tout le temps un véhicule qui venait avec mon travail de Ton contrat, porte-parole. ouais. Alors, le contrat, il y avait un salaire et il y avait le véhicule Hyundai. OK. Je leur ai toujours dit, faites-moi essayer tous les véhicules. OK. Je veux pas avoir le plus gros, le plus luxueux. Fait que tu vas me donner Une accent. une accent, tu vas me donner l'Elantra. Alors, quand je parlais aux gens dans la rue, puis qu'ils me disaient, j'ai pas un gros budget, je disais, ben va chercher l'accent sport, elle va super bien. Puis là, ils me regardaient, genre, mais oui, mais toi, t'as pas l'accent sport. Mais oui, je l'ai eu. Fait que moi, ça changeait, mettons, 6 mois. Fait que moi, pendant 6 mois, d'avoir un petit char, j'étais content. Je le prenais pendant l'été Ouais, pour ouais. arriver en hiver, avoir un intégral, tu sais.
Mais j'ai tout essayé les modèles de Hyundai, Ouais, puis c'est ouais, ça que j'aimais, c'est d'être capable d'en parler. Quand je prenais ce rôle-là, je le prenais vraiment à cœur. Je n'étais pas un faux porte-parole, j'étais un vrai porte-parole, Ouais. tu sais. Ben, ça transcendait aussi. Tu sais, tu le vois. Tu sais, moi, je veux dire, comme je t'ai dit d'entrée de jeu, avant qu'on commence à enregistrer, la raison pour laquelle j'ai voulu que tu sois ici aujourd'hui, c'est parce que je considère que tu as été un des meilleurs porte-parole automobiles au Québec des 25 dernières années. Et c'est un travail qui ne vient pas sans une implication. Tu sais. Alors, puis tu as été là longtemps aussi. Oui, C'est j'étais sûr là que la longtemps. force du temps a aussi eu son impact. Et je serais probablement encore là s'il n'y avait pas toute l'histoire de la pandémie qui est arrivée avec Ouais, les ouais. vaccins et compagnie, parce que je m'entendais vraiment très bien, autant avec les concessionnaires du Québec que les concessionnaires canadiens, parce que il y a des meetings qui se font à Las Vegas une fois par année. Et à la fin, j'étais GLT, qui était l'animateur autant pour les concessionnaires francophones que pour les concessionnaires anglophones. Puis à un moment donné, il y a eu une pub au Super Bowl, puis ils ont décidé de me prendre, pas comme porte-parole, mais comme acteur de la publicité de Hyundai qui allait être présentée au niveau mondial. On va aller sur une de mes questions que j'avais. GLT, à quel point que ça t'a amené plus loin par faire des pubs en anglais? Mais est-ce que ça t'a nuit au Québec aussi, vu que tu parlais en anglais? Est-ce qu'il y a du monde qui bâche un peu là-dessus ou pas? Non, pas du tout, parce que d'abord, j'ai jamais parlé en anglais. J'avais pas un anglais assez bon, sans accent, pour qu'ils acceptent que je parle. Alors, c'était juste Ah ouais? une image. Ouais, mon anglais est pas assez... Parce que si ma fort. mémoire est bonne, il y a eu une période où c'était Ben Mulroney qui Oui. était porte-parole anglophone. En fait, il était la voix, ça je me souviens. Il était Ben la voix. Mulroney était la voix pour les pubs qu'on faisait. Tu sais, il y avait des pubs, mettons, télévisuelles, et il y avait des pubs au niveau de la radio. Fait que ça, c'était les promotions. Puis, un fait peut-être assez intéressant à comprendre, tu as des pubs qui sont là pour vendre une promotion précise. Alors, l'événement, l'hiver, peu importe, tu sais, bon, Le c'est deal du l'événement, mois, là. le deal du mois. Et tu as des pubs brand. Ça veut dire que là, ils ne parlent pas d'un deal, ils font juste parler de la marque L'image. en général, de l'image. Et ça, c'était très différent. Si on voyait, mettons, deux pubs, une à côté de l'autre en ce moment, on se rendrait compte que celle du deal, c'est quelque chose de plus vite fait, bien fait, mais pour que tu aies l'impression que là, c'est là que ça se passe. Ouais. Alors que la marque, il y avait quelque chose de plus assis, de plus calme, de plus grandiose, mieux habillé. Les shots étaient mieux construits. Puis moi, j'ai beaucoup aimé tourner les pubs. Souvent, on tournait à Vancouver, à Toronto, à Montréal. C'est les trois endroits où on tournait le plus. Québec aussi, on a tourné. Et quand on débarquait, par exemple, à Vancouver, ils avaient du budget. J'ai tourné aussi aux États-Unis, à Houston, à un moment donné. OK. Ils avaient barré. Bon, Houston, c'est une ville vide déjà. Là. Tu ne vois pas de char dans la rue. Je ne sais pas pourquoi, là. C'est vide. Mais on avait ils appellent ça un bras russe ou un Russian arm. Ouais. Tu vois ce que c'est? Sur des véhicules. Sur des véhicules pour tourner une pub. Donc, tu as la caméra qui est au bout d'une grue, si on veut, qui, elle, est posée sur le toit d'une voiture qui est la voiture qui te précède. Et là, tu as dans ton oreille une communication directement ou avec un walkie-talkie. Tu es avec et le conducteur et avec le directeur photo qui sont dans l'autre voiture. Et là, tu es rendu Ça doit dans être un assez film de impressionnant James quand Bond. même, hein? Ça doit C'est être le fun. écœurant. C'est malade parce que là tu es obligé d'être un vrai pilote. Puis en plus, tu es filmé. Fait qu'il faut que tu sois le porte-parole relax, mais en même temps, il dit approche-toi, approche. Mais quand il dit approche, tu es rendu à un pied de la caméra qui vaut 100 000 $. Fait que c'est pas le temps de donner trop de gaz ou de freiner trop vite. Tu sais. Et là, la caméra, mettons, va monter, va passer au-dessus, va venir à côté, tu vas dire ta phrase, peu importe laquelle, puis après ça, il dit OK, accélère. Et là, il va passer derrière toi. C'était une chorégraphie. Est-ce que des fois, ils te faisaient même faire du lip-sync sur tes pubs que tu faisais? C'était Souvent. déjà préenregistré? Puis... Souvent, il fallait faire du lip-sync, Ah ouais? effectivement. Oui, parce que le son est pas très bon. OK. Tu entends tout le temps le son de la voiture, tu entends, je sais pas, le caméraman ou le directeur photo ou le conducteur de l'autre automobile qui va faire des commentaires en même temps que tu es en train de faire ta phrase. Ouais. Fait qu'ils sont obligés de te refaire faire le son par la suite. C'est vraiment comme un petit... c'est un court-métrage. Une pub, hein, c'est un court-métrage. Puis ils veulent que ça soit parfait. Une Ça pub, durait des journées, faire ça? souvent, c'était à peu près 2 à 3 jours par pub. Pour un 30 secondes. Pour un 30 secondes. Quand même, Ouais. hein? quelque chose. Ouais. Hey, c'est du temps, là. C'est Y a-tu fou, hein? des pubs spécifiques? Je ne sais pas combien tu en as tourné au total, mais y a-tu des pubs plus spécifiques que tu as en tête, des bons souvenirs, des trucs cocasses, quelque chose qui s'est passé, que tu t'es dit, OK, on ne s'attendait pas à ça aujourd'hui, des trucs que tu gardes en mémoire? Ben, je me souviens quand je te dis, quand je me promenais à Houston, c'est un bon exemple, c'est qu'on tournait en rond dans la ville.
Et plus ça allait, plus on devenait habitué. Le Ouais. chauffeur, mettons, Ouais. de la voiture. Parce que ça commence comme ça. Les deux chauffeurs se parlent. Puis là, ils se disent, OK, t'es-tu habitué? Oui, je suis quand même habitué. Parfait. T'es à l'aise à venir proche de moi. Tu sais que la caméra va bouger. Puis des fois, je vais te dire, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Je vais freiner sec. T'es tout à l'aise avec ça? Oui, je suis tout à l'aise avec ça. Donc, les deux chauffeurs se parlent pour commencer. Ensuite de ça, c'est le directeur photo puis le réalisateur. Fait que tu as beaucoup d'informations. Puis à un moment donné, je me rendais compte que j'étais en train de filmer un film d'action dans ma tête. OK. Je n'étais plus dans une pub de Hyundai. J'étais en train de faire un peu du Mission Impossible ou du James Bond parce que le principe est le même. Peut-être que dans un film d'action, tu as une roue qui va éclater ou bien il va y avoir un jump ou il va y avoir quelque chose de plus intense. Mais la précision que ça demandait, moi, m'a vraiment plu énormément. Puis j'avais souvent des bons commentaires. Je pense que je suis un bon conducteur automobile. J'avais souvent des commentaires de gars qui me disaient, hey, j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs. Ouais. Puis il dit, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que, tu sais, rendu là, le chauffeur, lui, il s'en fout bien que ce soit une pub de Hyundai. Il veut faire des belles shots d'un véhicule qui va passer proche de la caméra. Fait que là, on se poussait les deux. Il dit, t'es-tu game? On accélère-tu mais pas? l'art du synchronisme, effectivement, c'est pas tout le monde qui l'a. Ouais, fait que C'était-tu avant d'avoir fait les films Nitro ou après? c'était en même temps. OK. Nitro m'a appris beaucoup de choses. Les conducteurs sur le film Nitro les cascadeurs m'en ont appris énormément. Puis je vous parlerai de comment j'ai appris à conduire aussi. Mais tout ça pour dire qu'il y en a une où, à un moment donné, j'ai vraiment eu la chienne puis je n'étais pas à l'aise. C'était un réalisateur qui était inconscient de l'environnement dans lequel on était. Quand je te parle de Houston, mettons, c'est une ville, il y a des policiers à tous les coins de rue qui s'assurent qu'il n'y a pas un véhicule qui va débarquer comme ça. Tu comprends-tu? Puis à un moment donné, on avait tourné dans un quartier résidentiel où il y avait beaucoup de paniers de basket. OK. Et je voyais que le policier était au début de la rue et à la fin de la rue, mais on était dans le jour. Qui dit qu'un enfant qui est peut-être pas à l'école pourrait sortir n'importe quand? Puis le réalisateur, il me demandait d'aller vraiment 2 fois plus vite que la limite permise. Puis il me demandait tout le temps de regarder, mettons, devant. Mais moi, il faut quand même, je conduis quand même un véhicule. Il faut que je regarde, voir si dans une entrée, il n'y a pas un auto ou un ballon, un enfant qui va sortir. Un chien, whatever. Puis ce gars-là était complètement inconscient. Il faisait juste penser à sa pub. Puis moi, j'étais plus inquiète que d'autres choses. L'avez-vous fait finalement? Ou on l'a fait plus finalement, de gens à sécurité? mais après ça, j'avais souvent des rencontres avec les... puis il y a un autre avec... C'était passé que je vais vous raconter celle-là. Après ça, j'avais une rencontre avec mes boss québécois en disant, lui, ce réalisateur-là, il est dangereux. Si on a un accident, c'est tout le monde qui est dans la merde. Puis une fois, je m'étais pogné avec les gens de Toronto. C'est que à Toronto, tu tournes, puis à la fin, ben tu prends ton avion, puis tu reviens. Là, je voyais que le tournage s'éternisait. Puis c'était un réalisateur. Je sentais la confrontation, tu sais, canadien-nordique, là, ben, on l'a Québec-Toronto. Non, tu nous apprends quelque chose, toi, aujourd'hui. Tabarnak à part de ça. Fait que là, c'est un petit Québécois qui s'en vient tourner, mais moi, je suis le porte-parole du Québec. Sauf que, rendu là-bas, je suis juste un acteur de qui il se contre-sensibilise complètement. Fait que moi, je disais, j'ai mon dernier avion, il faudrait que j'y aille bientôt. Là. Oui, on va faire ta shot tantôt. Puis là, il retardait. Puis, il faut comprendre que sur un plateau, le boss, c'est le réalisateur. C'est lui, c'est le maître après Dieu. Si lui, il dit, mettons, pour la maquilleuse, « Hey, apportez une chaise, la maquilleuse, elle est debout depuis tantôt. » Il y a quelqu'un qui va courir. Puis je me rendais compte que toute l'équipe technique était debout et attendait. Puis à l'intérieur, puis on fait des journées de 10-12 heures. C'est long. Fait que tu sentais l'espèce de confrontation. Puis la confrontation avec moi, puis une façon de maltraiter son équipe. Fait qu'à un moment donné, je le regarde, je dis, pourquoi personne n'est assis? Pourquoi il y a juste le réalisateur, toi, puis le producteur qui est assis? Pourquoi tu ne fais pas asseoir ton équipe? Ils sont debout sur le ciment. Et là, il me regarde, il se lève de sa chaise, puis là, il me fait signe. Mais assis-toi, la petite star québécoise, si tu as besoin de t'asseoir. Et là, on a eu un regard entre les... Puis là, tu es obligé de tourner et de faire ton porte-parole gentil, sympathique, heureux de faire la pub, mais tu veux fracasser la mâchoire de celui qui te demande de faire quelque chose. Tu tournes la langue une couple de fois dans ta bouche, hein? Man! Puis là, il disait, le premier assistant, qui est le bras droit du réalisateur en anglais, il disait, il dit, on va se dépêcher pour l'acteur de La Belle Province. Et man, il me provoquait, là. Je te dis, on a eu des grosses confrontations comme ça, là, très désagréables. Mais bon, le reste, j'avais du fun tout le temps. Tu as été là pendant un peu plus de 13 ans. Bon, évidemment, le contrat s'est achevé pour une raison qui était hors de ton contrôle. On connaît l'histoire un peu. Mais qui était quand même ma décision.
Mais je ne croyais pas qu'on serait allé jusqu'à briser le contrat, mais effectivement... Mais en fait, la question que j'avais pour toi, c'est des gens qui ont duré aussi longtemps en tant que porte-parole ou ambassadeur d'une marque, il n'y en a pas eu beaucoup. Est-ce que tu sentais dans cette 13e année que là, l'intérêt commençait à baisser un peu ou tu étais encore au pic chez Hyundai? Non, j'étais encore au pic chez Hyundai, puis les discussions que j'avais avec les concessionnaires, c'était on ne voit pas la fin de notre association. C'était vraiment ça. Hein? Ouais. Ce qui a fait encore plus mal de me faire remercier parce que, bien, d'abord, c'est ta vache à lait, d'abord, c'est ta sécurité financière, puis c'est ce sur quoi tu t'appuies pour être capable de faire tous les autres projets sans calculer. Ouais. Moi, ça me permettait d'aller faire un film, pas de budget, qui me payait pas super bien, mais qui me faisait triper pareil. Tu sais. Ouais. J'étais libre dans ma tête par rapport au fait que Hyundai était là pour être ma sécurité financière. OK. Fait que c'était ma garantie d'une certaine façon. Puis aussi, je trouvais ça le fun parce que les plus jeunes, des fois, me reconnaissaient, puis c'est pas le plaisir d'être reconnu, mais c'est que c'était la référence. Ah oui, toi, tu es le porte-parole de Hyundai. Puis dans ce métier-là, ce que tu veux, c'est de rester up-to-date et de rester dans la tête des gens parce que c'est comme ça que tu crées l'intérêt des réalisateurs puis des producteurs de t'engager. C'est que les gens ont une référence par rapport à toi. Il y a un lien avec toi qui s'associe. Puis... Exact. Puis moi, j'ai fait des liens aussi avec Hyundai. Par exemple, c'est moi qui ai fait que Hyundai et Chanteur Masqué sont devenus associés. Fait que je parlais au patron de Hyundai, je parlais au patron de Chanteur Masqué, puis je faisais... C'est une belle association. Puis ce qui était weird, c'est que quand j'ai été remercié de Hyundai, il fallait quand même que je respecte les moments de publicité dans le cadre de l'émission Chanteur Masqué pour Hyundai. Alors, il fallait que je continue à dire, et tout le monde savait que j'avais été remercié puis que c'était terminé, mais je devais continuer mon travail de porte-parole / animateur. En ne l'étant plus. Ouais. Puis ça, j'avoue que en fait, j'ai tellement eu une belle expérience avec eux autres, ça me faisait pas mal, mais ça amenait une certaine tristesse. Ben, je comprends. À ce moment-là. Mais donc, j'ai travaillé fort pour que Hyundai puisse entrer dans... Par exemple, j'ai eu une voilure avec mon école de parachute, là, j'ai eu une voilure Hyundai. Fait que moi, souvent, mon implication dans les tournois de golf, c'était d'arriver en parachute. Alors que ce soit à Québec, que ce soit dans les Laurentides, tout ça, ils réservaient un hélicoptère. Je décollais du terrain de golf avec ma voilure Hyundai. Puis mon arrivée auprès des concessionnaires, c'était pas pour le public, c'était juste pour les concessionnaires. C'était comme, notre porte-parole est là, devinez où est-ce qu'il est. Ting! Là, j'arrivais à ce moment-là, j'atterrissais, puis c'était ma façon de faire mon entrée. Pas sûr que Dan Bigra ferait ça avec un rap. Est-ce qu'il y a une manière ou une façon de calculer à quel point que Guillaume a eu une importance à des gens avec sa notoriété de dire « je vais acheter un Hyundai ». Est-ce qu'il calculait ça? Comment est-ce qu'il interpréterait pour dire « on continue le contrat à Guillaume ou on l'arrête ». Je sais qu'ils faisaient des sondages régulièrement et le sondage, la question principale sur laquelle ils étaient très, très, très intéressés, c'était deux choses. Ils posaient la question « est-ce que vous connaissez Guillaume le Métivierge ?» Si la réponse était oui, ça c'était bon pour le camp de Hyundai. Et la deuxième question, c'était toujours vous l'associez à quoi? Là, ça pouvait être large. Fait que ça pouvait être à des films, à une série. Au parachutisme. Au parachutisme, exactement. Et si les gens, en proportion majoritaire, répondaient Hyundai, c'était leur clé pour pouvoir toujours continuer l'association. Et ça, je sais que les sondages ont été pris jusqu'à la toute dernière minute. Puis c'était encore très, très, très positif. Et j'ai même su de certains concessionnaires que l'arrêt de notre association a fait... C'était une écharpe dans le pied qu'il n'avait pas le goût d'avoir. T'sais, ça ne faisait pas l'affaire de personne, même pas du patron. Là, quand ça s'est arrêté, il m'a appelé, il m'a dit « j'ai pas le goût d'arrêter, Guillaume. Si tu comprends que j'ai des appels, puis là, c'était des appels de Los Angeles. Il dit « j'ai de la pression. » Qui me disent « mais qu'est-ce qui se passe avec cette province-là? Pourquoi ça brasse comme ça? » Puis les vrais responsables de cet arrêt-là, c'est le Québec. C'est pas Hyundai. Parce que Hyundai, si les médias québécois ou même le premier ministre à l'époque avait juste fait la même chose avec moi qu'il a fait avec, par exemple, les employés du Canadian Tire, c'est qu'il avait dit, à un moment donné, il avait fait une sortie, François Legault, en disant « on ne peut pas blâmer quelqu'un qui travaille chez Canadian Tire qui ne veut pas se faire vacciner car la vaccination n'est pas obligatoire. Alors, s'il vous plaît, laissez ces gens-là tranquilles. » Il avait fait une sortie comme ça. S'il avait fait la même chose au niveau des gens qui sont reconnus publiquement, Hyundai n'aurait jamais arrêté le contrat probablement. Parce que ce serait venu des hautes instances gouvernementales en disant
Ce n'est pas une obligation, la vaccination. C'est une suggestion. On vous encourage à le faire, mais on ne vous y oblige pas. Et parce que ce n'est pas obligatoire, on ne peut pas discriminer quelqu'un qui prend la décision de ne pas y aller, tout simplement. Fait que c'est plate parce que j'avais eu la conversation, puis il me disait, mais pourquoi les gens de ta propre communauté te détruisent à ce point-là? Puis ça, c'est une réponse à laquelle j'ai encore de la misère à répondre aujourd'hui. Est-ce que tu considères que ça peut être la conséquence d'un star system qui nous est unique, dans la mesure où tu n'as vraiment pas été le seul dans cette situation-là. Je pense que les compagnies le savent, que d'engager un porte-parole, ça a ses avantages, ça peut avoir ses côtés plus sombres aussi. On a vu une situation comparable arriver avec Marie-Pierre Morin, avec Véronique Cloutier. Si on recule plus loin avec Normand Brathwaite, il y a beaucoup de porte-parole automobiles au Québec qui ont perdu leur contrat et pas nécessairement toujours pour des raisons hors de long contrôle, mais du jour au lendemain, d'une question de perception publique. Alors, tu sais, quand Véronique Cloutier a perdu son contrat, c'était même pas elle qui était directement reliée, c'est une histoire qui est arrivée avec son père. Ouais. Mais le Québec étant le Québec, parce que c'est un petit marché, bien, on a fait une association directe et on a tiré la plug. Ouais. Alors, tu sais, il y a ce côté-là aussi, là. Absolument. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. C'est un petit peu... c'est délicat parce que le Québec est complètement à part. Il n'y a pas d'autre place sur la planète où tu peux comparer le star system québécois. Non. Il n'y en a pas. Une place où il y a 8 millions de personnes, dont 4 millions qui sont francophones, mettons, si je vais à peu près, là, et où le star system est si populaire. On ne peut pas se baser vraiment sur d'autres pays parce que dès que tu t'en vas au Canada anglais, bien là, c'est tous les États-Unis qui vont être... C'est l'Amérique du Nord complet que tu vas Ouais. toucher. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que le Québec est vraiment... il est complètement à part. Et pour moi, c'est une grave erreur que de demander aux porte-parole d'être des gens Plus blanc parfaits, que blanc. plus blanc que blanc. Ouais. Parce que tu ne peux pas espérer ça d'aucun individu sur la Terre entière. Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un qui est porte-parole, si tu prends l'exemple de Normand Brathwaite, je ne savais pas qu'il avait perdu son contrat de porte-parole à ce moment-là, mais bon, pour une histoire d'alcool au volant, bien là, tu fais, ouais, il y a un lien. Véronique, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas logique parce que c'est pas elle, c'est son père qui avait une histoire. Bon, pour se protéger, ils vont décider d'arrêter. Tu peux l'expliquer, tu peux le comprendre, tu peux être d'accord ou pas d'accord. Dans mon cas, il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'au début, par exemple, de la vaccination, il n'y avait aucun enjeu comme quoi c'était grave ou pas grave de se faire vacciner ou pas. Moi, au début, quand je tournais mes pubs de Hyundai et que le vaccin était arrivé, on me demandait juste, est-ce que tu es vacciné? Puis je disais oui ou non. Tu comprends-tu? Ouais. Et il n'y avait aucun enjeu. J'ai dit non. OK, très bien. Bien, si tu n'es pas vacciné, on a juste besoin que tu passes un test. Alors, le test PCR. Fait que j'arrivais au tournage, puis là, bien, ceux qui n'avaient pas été vaccinés passaient un test PCR. Tu n'as pas le COVID, parfait. Bien, bienvenue sur le plateau. Puis là, ça continue comme si de rien n'était. Et je pense qu'Hyundai se sont fait surprendre eux autres mêmes parce qu'à un moment donné... Tout le monde. Bien, tout le monde, parce qu'il n'y a personne qui a fait une association directe avec le fait que ça s'en va vers une espèce d'entonnoir qui, tantôt, va devenir dramatique. On n'a jamais vu ça venir personne. Fait que moi, au début, quand je disais « je ne suis pas vacciné », là, ben, ils s'en foutaient. C'était juste « OK, parfait, alors voici le processus, tu n'es pas vacciné » ou je répondais à un questionnaire « Est-ce que tu sens que tu as le nez qui pique » ou tout ça. « Non, je suis correct, je suis en santé. » Parfait. Et on tournait comme si de rien n'était. C'est arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé, là, moi, je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas quelqu'un qui m'a dit « Hey, là, c'est parce que là, écoute, ça Il n'y a pas eu de chance, là. Il n'y a pas eu de chance, c'est direct, on change ça de même à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'avait appelé de la production, m'avait dit si un jour le vaccin il devient obligatoire, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit bien, s'il est obligatoire, je vais être obligé de le prendre. Mais s'il n'est pas obligatoire, pour l'instant, je ne sens pas la nécessité de le prendre. C'est ça que j'avais répondu. Puis il m'avait dit OK, très bien. Et jusqu'à temps qu'un article sorte parce que puis qu'il déclare que tu n'es pas vacciné. Puis là, c'est comme si la population, puis tout le monde ont décidé de devenir des espèces de shérif. Ah. Toi, t'es vacciné, toi, t'es pas vacciné. Là, ça, c'est grave, ça, c'est pas grave. Là, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, je comprenais pas du tout. Mais tout le monde a ses histoires, là. Ben oui. Tu sais, moi, je me souviens, je raconte ça, c'est un petit peu hors champ, là. Mais je me souviens de m'être réservé une maison aux îles de la Madeleine pour une semaine de vacances en pleine pandémie.
la complexité de prendre ta voiture pour partir de Montréal puis de te rendre aux îles de la Madeleine en traversant le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, traverser 2 provinces pour retourner dans ta province, fallait que tu prouves que tu étais vacciné, que tu as des tests, que tu ailles te barricader dans une chambre, tu n'avais pas le droit de sortir, aller t'acheter une pizza, voire même arrêter de mettre de l'essence, pour arriver finalement aux îles de la Madeleine. Sauf que la constatation, c'est que quand tu étais à l'île du Prince-Édouard, tout se passait très bien, puis la vie continuait. C'était très, très bizarre. Tu sais, on a volontairement délité ça de notre esprit parce que on veut comme pas y croire, mais il y a eu des situations avec le recul qui n'avaient pas de bon sens. Tu sais, Exactement. Un jour, tu veux faire de la pub pour ton magasin, mettons, super, là, laisse travailler le monde. Autant que si moi, j'essayais de te dire comment ça fonctionne un magasin, tu me dirais, je suis dans mon domaine, laisse-moi travailler. Me permets-tu de faire une intervention? Oui, certainement, mais c'est l'erreur majeure que tous les propriétaires de concessionnaires de voitures au Québec, vous êtes d'excellents gestionnaires de concessionnaires. Vous n'êtes pas nécessairement toujours les meilleurs porte-parole pour vous vendre. Je nomme personne, mais c'est ça. Fait que ça, c'est un point. Puis, écoute, l'autre question que j'avais pour toi, relative évidemment à tes contrats, ça se parle beaucoup au Québec, hein? Les différents porte-paroles jasent entre eux, les agents jasent entre eux. Est-ce qu'il y a une espèce de compétition qui peut s'installer en termes de pas de compétition, mais est-ce que, par exemple, tu étais au fait du salaire de Martin Matt alors qu'il était chez Honda au moment où toi, tu négocies ton contrat chez Hyundai? Pour avoir des questions. Pour avoir des références. Voilà, exact. Je me souviens... J'ai-tu eu la conversation avec Martin? Ça se peut très bien. Je pense que j'ai eu la conversation parce qu'on s'est connus sur Nitro, Martin et moi. Et je crois que lui était sorti de Honda quand moi je suis entré, ou pas loin d'eux, mettons, ça s'est chevauché. Mais ça se peut que je lui ai demandé, toi, mettons, tu as terminé, tu étais rendu à quoi? Puis, c'est une référence. Puis, tu sais, ça a l'air, comment dire, ça fait big shot un peu de dire ça, mais je pense que n'importe qui travaille dans une même place et qui devient ami va probablement se parler de salaire. J'imagine que tes employés ici... ils jasent tout entre eux. Tu sais, fait que c'est un peu la même chose. Tu te dis... puis c'est la même chose pour les acteurs par rapport au film. Toi, tu as demandé combien pour ce film-là. Mettons, ça me donne juste une référence à savoir si les producteurs, quand ils me disent « J'ai vraiment pas une scène », mais tu sais qu'ils viennent de payer le double pour un autre acteur, tu dis « Fais-moi pas croire que tu n'as pas une scène ». Mais oui, on s'était échangé ces informations-là. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait de la compétition au niveau salarial. Si quelqu'un réussit à aller chercher 500 000 par année, je fais tant mieux, super, je suis content pour toi. Puis moi, si j'ai 100 000, ça fait mon affaire, je suis content pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est compétitif à ce niveau-là. L'argent, pour moi, c'est de la liberté, mais ce n'est pas un atout qui est essentiel au niveau de... C'est pas le cash que j'ai, c'est la liberté que je suis capable de m'offrir avec le cash. Il y a des pots, il y a des comptes. En même temps, ton agente, évidemment, c'est son objectif de te négocier le meilleur contrat qui puisse se faire. Évidemment. Donc, elle s'intéresse à ça. Elle va aller chercher des comparatifs. Elle va chercher des comparatifs, exactement. Puis aussi, c'est que tu prouves aux concessionnaires ou aux fabricants que c'est des peanuts qu'ils payent par rapport aux revenus qu'ils ont. Tu sais, c'est merveilleux d'avoir un porte-parole. À chaque fois que tu le vois n'importe où, puis c'est ça le calcul qu'il faut faire des fois, c'est que tu dis, non, je ne suis pas payé pour chaque pub. Il y a une... je nommerai pas la personne, mais il y a un porte-parole qui avait réussi à négocier que la fin de semaine, il pouvait prendre le char qu'il voulait. Il n'était pas obligé de rester avec la voiture qu'on lui fournissait, même s'il en était porte-parole, parce que ça ne faisait pas son affaire, ce genre de véhicule-là, dans la vie de tous les jours. C'était probablement pas un porte-parole de Porsche. Probablement pas. Et ça, pour moi, tu vois, ça va à l'encontre de ce que c'est un porte-parole complètement dévoué. Dédié à une marque. Tu sais, moi, écoute, j'avais un Hyundai fourni. Ah ouais, je vais être dedans tout le temps, inquiète-toi pas. J'ai même négocié sur les dernières années de mon contrat. J'ai dit, là, maintenant, au lieu d'augmenter mon salaire, je vais vous demander 2 véhicules. Fait que ma blonde avait son véhicule Hyundai. Puis là, je leur avais dit, puis c'était vrai, je leur avais dit, tu sais, la fois où ma blonde part avec mon char, là, nous autres, là, c'est mon char, non. Puis là, moi, il faut que j'aille faire une commission. Tu veux pas que je parte dans un autre véhicule qu'un Hyundai? Fait que je dis, laisse-nous en 2.
Comme ça. Ça Puis en leur plus, coûte elle est quoi? connue. Fait que Ça leur coûte quoi de te prêter un Rien, là. tool sur 6 mois, Ça sur coûte 12 rien. mois? Ça coûte rien, absolument rien. Ouais, Et c'est ça, c'est souvent l'erreur que font les compagnies de ne pas justement dire « oui, prends-le, puis garde-le tout le temps, c'est parfait. Tu le promouvois en même temps. » Ben oui, tu le promouvois en même temps. Fait que ça va venir à ma prochaine question. Constates-tu qu'au Québec, il faut un porte-parole, puis surtout qu'on a une culture vraiment différente que partout au Canada? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il en faut vraiment un? Moi, je pense qu'il faut un porte-parole. Je pense qu'une compagnie qui veut s'établir va chercher un porte-parole. La preuve, regarde, c'est Vichy, qui n'est pas québécois du tout. Si Vichy vient chercher France Baudouin, tu comprends-tu qu'eux autres, ils ont fait un lien, là? C'est une grosse compagnie qui fait comme, c'est qui votre personne que tout le monde aime, qui représente la marque? Je la prends, j'y donne un bon salaire, je fais, toi, tu me vends ça à partir de maintenant. Moi, mon prochain trip serait d'être un porte-parole pour plusieurs compagnies. Et je m'explique. Quand Hyundai m'a remercié, j'ai créé une pub. J'ai fait la pub de mes rêves, associée à un constructeur automobile que je ne vous nommerai pas. J'ai associé deux choses que j'aime beaucoup, le parachutisme, une histoire et un constructeur automobile. Le constructeur automobile avait plus ou moins d'importance dans mon histoire, mais c'est que j'avais envie de créer vraiment la pub de mes rêves. Je l'ai fait. Elle est montée, elle est prête. Elle est variable. Ça veut dire que je peux l'associer à quelque chose. Je parlais de cosmétique tantôt. Je pourrais l'associer à du cosmétique. Et pour moi, le coup le plus brillant qu'une compagnie peut faire, c'est d'aller s'asseoir avec quelqu'un qui l'aime, ou GoFay, et de faire, est-ce que ça te tente de représenter ma marque? Et là, parle-moi de la façon de le faire pour que ça soit le plus personnel possible. Et quand je te disais que je le ferais avec plusieurs compagnies, c'est parce que la liberté que tu peux avoir quand tu es avec plusieurs marques, c'est extraordinaire versus une seule marque. Parce qu'une seule marque va te demander aussi d'avoir une exclusivité pour plusieurs années après ton contrat. Voilà, c'est ça. Oh, ils vont dire non-concurrence. Moi, j'aurais pas pu m'en aller avec Honda. Mais ça doit être dur. C'est pas dur à négocier dans un contrat. Souvent, le monde te veut juste pour toi, juste pour eux. Bien, s'ils te payent pour, tu es content de le faire. Okay. Mais souvent, c'est qu'ils vont te demander une exclusivité, mais sans te donner le salaire qui vient avec. Je comprends. Puis, je trouve ça logique aussi d'être... Ce que je te dis, c'est exactement l'inverse que ce que je viens de promouvoir. Je vais essayer de m'expliquer pour ne pas avoir l'air d'un gars qui dit quelque chose et son contraire. Dans ma situation actuelle, il n'y a personne d'unique qui m'a proposé un contrat depuis tout ce qui s'est passé avec la COVID et ainsi de suite. Alors, je me dis, je vais aller voir des gens qui ont moins de sous, mais qui veulent se faire connaître parce qu'il y a une chose que je n'ai pas perdue, c'est ma notoriété. Alors, je vais aider des compagnies, puis pour chaque pub, je vais créer quelque chose de nouveau et ça va être unique. Puis après ça, je vais passer à un prochain. Moi, c'est une stratégie que j'ai en tête. Maintenant, si je reviens à l'autre version d'un porte-parole qui est exclusif à une marque, bien, moi, je trouve ça tout le temps spécial quand un porte-parole est associé à une marque puissante et qui s'en va faire une autre annonce on the side. Moi, je trouve ça oui. Oui, quand t'es trop pour ça que je impliqué. trouve... Ouais. Ouais. Mais en même C'est temps, bizarre, il y a des fois. C'est soit t'en prends une forte ou t'en prends plein. Puis c'est correct parce que les acteurs indiens, eux autres, ils prennent la deuxième version de ce que je viens de vous dire. Ils sont sur toutes. Les montres, les casinos, les chars, la boisson, la liqueur. Écoute, un acteur connu, il en fait 25. Demain matin, Guillaume, je te dis, je veux que tu sois exclusif pour Pièces Auto Super. Ouais. Tu le ferais-tu ou tu le ferais pas? Ben oui, je le ferai. Ça va dépendre du contrat. OK. Bien sûr. Avec le Vous salaire en qu'il y avait. jaserez Ben, après, c'est pas- là. Ouais, exact. Commence C'est pas à trop régler le- tes Puis affaires. là, c'est une petite craque, là. On va vers. Ben oui, mais tous les acteurs ou les personnalités publiques se cherchent ça. Parce que c'est un salaire garanti. Il ne faut pas oublier que si tu fais une série, par exemple, comme que ce soit Indéfendable, que ce soit Stat ou n'importe quoi, c'est un nombre de jours et tu es payé pour le nombre de jours dans lequel tu tournes. En une journée, je suis capable de tourner 10 scènes. Fait qu'imagine que tu es dans 10 scènes qui sont dans 10 épisodes différents. Et je te donne 1500 pièces pour la journée. Je fais un bon deal comme producteur parce que je t'ai dans 10 épisodes répartis. Mais toi, tu as juste le même 1500 pièces qui est rentré dans ton compte de banque. Mais c'est rentable. Alors que si on négocie, par exemple, et là, je reviens dans les prix Hyundai, pas juste pour donner un exemple, tu dis, écoute, je suis payé, mettons, 100 000 par année, et le 100 000 inclut 10 pubs. Les 10 pubs vont prendre 1 à 2 journées par publicité. C'est bien plus payant. C'est bien plus intéressant. Après ça, quand toi, là, ton fonds est là, puis après ça, tu prends les contrats que tu veux. Fait c'est important que les compagnies et les personnalités publiques se parlent pour comprendre de quelle façon on est capable, parce que toi, ton intérêt, c'est que je fasse briller ta compagnie.
Moi, mon intérêt, c'est que ta compagnie brille le plus possible. Plus elle va briller, plus tu vas être content Plus je vais de t'en ta redemander, puis on va association. continuer les années ensemble. C'est une roue qui tourne. Exactement. Ben oui. Mais ce qu'on a vu en pub aussi dans les dernières années, peut-être un peu moins en automobile, mais je pense à la réconciliation entre Patrick Roy et Mario Tremblay. Oui. Ça a été génial. Oui. Ce qu'on a vu avec Mike Sherrona et un joueur du Canadien dont le nom m'échappe parce que je suis un vrai fan de hockey. Oui, tu as raison. Mais tu sais, ce genre de truc-là, deux entreprises qui travaillent ensemble pour ramener deux personnalités complètement, diamétralement opposées à la télé et créer un match qui fonctionne fantastique. Je pense que c'est le genre de nouvelle pub qu'on veut voir. Alors, on pourrait te retrouver, toi, avec... non, je dirais pas Patrick Lagacé, là, mais on pourrait... Ça serait génial. La personne qui va nous unir pour faire quelque chose. Moi, savez-vous ce que j'ai voulu faire longtemps? Puis ce que tu nommes là, c'est très important. J'ai été dans une entrevue, puis j'ai dit, je te pardonne, et c'est totalement vrai que j'ai fait l'exercice de lui pardonner parce qu'il m'a fait un tort extrêmement fort. Mais moi, je serais allé m'asseoir avec les gens qui m'ont fait le plus de mal pour avoir des belles conversations parce que je crois à la bonté profonde de l'humain d'abord et avant tout. Et ça, c'est le genre de rencontre que j'aimerais faire dans ma vie. Aller à la rencontre de gens qui sont diamétralement opposés à mes valeurs pour faire... Je veux connaître l'humanité parce que les gens font rarement quelque chose de mal avec une mauvaise intention. C'est weird à dire, mais c'est ce que je pense. Ouais. Souvent, là, c'est par ignorance, c'est par stupidité, c'est par imbécilité. Mais c'est rare que les gens sont méchants. La plupart des gens, souvent, ils sont ignorants. Ils se rendent pas compte qu'ils sont... De l'impact que ça va avoir après. Tu sais, je sais pas, moi, je me suis fait niaiser à l'école. Je sais pas si tu t'es déjà fait niaiser ou si tu as niaisé du monde. Mais aujourd'hui, je croise du monde. Je ne répondrai pas à cette question. Je vois que tu as la face d'un intimidateur effrayant, toi. Ouais. Mais je me rends compte que les gens qui m'ont intimidé à l'école, j'y recroise dans la rue aujourd'hui, puis je fais, t'étais juste ignorant du mal que tu me faisais, mais t'étais pas méchant. T'étais pas méchant. Ça m'amène à te parler de la fin de ton entente avec Hyundai. Qu'est-ce que ça t'a fait en dedans de devoir te divorcer professionnellement de gens avec qui tu as travaillé pendant 13 ans? On entend souvent, par exemple, même sur des plateaux de télé, les gens ont tourné pendant 5 ans un téléroman, une série, puis là, c'est la dernière scène, tout le monde pleure parce qu'ils savent que c'est terminé. 13 ans d'association avec un constructeur automobile, avec des gens que tu as côtoyés. Tu évoquais Don Romano tantôt. Ouais. Tu sais, du jour au lendemain, c'est fini. Ça fait mal en dedans? Ça fait très mal, ça fait beaucoup de peine. Puis là, je tasse tout l'aspect salaire de ça. Oui. Puis je me concentre sur les gens, je pense à Christian qui va se reconnaître, les gens, Annie-Claude, les créatifs, ceux qui pensent la pub, qui te la racontent, puis éventuellement qu'on la tourne, les équipes de tournage. Je vous parlais du chauffeur de la voiture Rush Hour. Tu retrouvais un chauffeur souvent là, avec qui tu avais travaillé il y a un an. Les concessionnaires, j'ai eu beaucoup de peine parce que les rencontres étaient multiples. Tu avais tout le temps tu avais 2-3 rencontres, mettons, par année. Là, tu deviens chum maintenant avec les concessionnaires. Là. C'est que c'est plus un concessionnaire qui te paye, là. C'est un gars avec qui tu joues au golf, puis tu sais que lui, de la manière qu'il drive, c'est drôle en maudit, puis elle est drôle, puis elle est smart, puis elle est de party, puis elle est avec son chum, là. Ils vont coucher, là, tout le monde. Ah oui, tu crées des... oui. Fait que les rapports humains, c'est comme un deuil, parce que c'est un deuil obligatoire. Tu peux pas être invité dans un concessionnaire si tu n'es plus leur porte-parole. Il n'y a pas de logique là-dessus. Fait que c'est un gros deuil. Ça m'a fait beaucoup de peine. Puis ce que j'ai trouvé aussi difficile, c'est que l'appel s'est fait le matin. Guillaume, ça va mal. Et c'est le soir, mettons en fin d'après-midi, qu'il fallait que je fasse la vidéo comme quoi c'était terminé. Ça, j'ai trouvé ça... puis je le comprends, là. Mais je te dis juste mon sentiment intérieur. C'était pas ta meilleure journée. C'était pas ma meilleure journée de dire, là, c'est terminé. Fait que bye tout le monde, puis je les comprends, puis je leur en veux pas. Oui, je les comprends, je leur en veux pas, mais j'étais petit dans mon petit cœur avait beaucoup de peine à ce moment-là. Puis comme je te dis, je tasse le côté salarial. Ça, c'est arrivé après là, que tu fais, ah oui, en plus, c'est vrai. Je me suis séparé de tout ce monde-là, puis là, j'ai plus une scène qui rentre. 350 000 de moins, ça fait mal. Puis tu sais, 350 000, c'est à part de tout ce que ça m'apportait à côté aussi. Parce que ça t'ouvre la porte à d'autres contrats. Oui. Puis plus on dirait... les 2 voitures, les ci, le ça, puis... Tu sais, tu dépenses toujours ce que tu fais dans une année. C'est bien rare que tu finis avec trop d'argent. Fait que si tu fais 27 000, là,
tu finis, là, t'en aurais eu besoin de 28. Il là, puis travaille tellement qu'il n'a pas le temps de dépenser. Fait que ça, c'est un bel avantage. C'est un bel Ma blonde le avantage. dépense pour moi. Ah ouais. On la salue. Mais tu sais, tu fais 500 000 par année, tu arrives au bout de l'année, tu fais colique, hein? Il en reste plus non plus. Il y en aurait plus. Ah ouais, c'est c'est ça. ça. Tu dépenses ce que tu fais souvent. Exact. On va être rendu à la super question. Super Oui, question. ben oui, vas-y. Conduis-tu un Hyundai encore? Ce que j'ai fait quand j'ai terminé avec Hyundai, la première chose que j'ai été me chercher, c'est un Mazda. J'ai détesté Mazda. J'ai détesté pas parce que c'est pas un bon char, parce que Mazda ne m'offrait pas l'ergonomie et surtout le réflexe. Tu sais, le réflexe de connaître un véhicule, que tu le sais à peu près comment ça fonctionne pour aller syncer ton Ouais. téléphone, puis tu sais, tous les petits avantages, puis la façon de faire. Donc, j'ai été me chercher un Kia, parce que je savais que Kia, c'était plus un Hyundai. Mais tu voulais plus être vu au volant d'une voiture Hyundai, c'est ce que je comprends. Non, puis sais-tu quoi? J'aurais continué s'il m'avait proposé un bon deal. Mais Ah. ça a vraiment été, tu ramènes le char le plus vite possible, tu me donnes les clés, puis... Es-tu c'était- sérieux? Ah oui, puis c'était sous-entendu que on te fera pas un bon deal si tu en veux un, puis idéalement, tu aurais un autre véhicule que ça à partir de maintenant. Ça, c'était tout sous-entendu très clairement, et je les comprends. Non, mais c'est Ouais. ça la game. Alors, j'ai été me chercher, c'est ça, je te dis, un Mazda, je l'ai pas aimé. C'était quoi? J'ai été chercher, c'était un 5, un chose CX-5? CX-5. OK. J'aime pas la roulette, j'aime pas la tôle, je la trouve cheap, j'aime pas la conduire, j'aime pas comment j'étais assis. Puis finalement, je me suis... c'est ça. Puis après, le Kia... Kia aussi, j'avais encore une espèce d'amertume. J'étais encore en train d'encourager Hyundai. Puis quelqu'un m'a OK. dit, essaye un pick-up. J'ai été me chercher un vieux Ram, vraiment usagé, tu sais. Puis je l'ai adoré, mais j'ai eu des problèmes avec. Là, j'ai fait, OK, non, je veux un char neuf. Puis je vais saluer Caroline de Ford à Sainte-Agathe. Je la salue parce que elle a été comme, hey Guillaume, je sais tout ce que tu as traversé. C'est une jeune femme qui est la boss de ce concessionnaire-là. Elle m'a dit, je vais te faire le meilleur deal que je peux te faire. Puis elle m'a vraiment fait un bon deal pour un F-150. Et je suis heureux avec ça, là. Écoute, plus jamais je n'aurai plus de pick-up. Quand t'as goûté à ça, hein? Tabarnak! Puis en plus, puis moi, je suis tout le temps champ gauche, je me suis trouvé une boîte trop petite en largeur, trop longue, qui vient sur probablement, écoute, très vintage, là, tu sais, que les fenêtres, c'est en angle comme ça, puis t'en as d'autres en haut, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, la Ouais, boîte, là, Ouais. elle était blanche, je l'ai toute peinturée avec du gravel guard, là, ce qu'on met dans le fond des boîtes. Ouais. Je l'ai installée dessus avec des espèces de, je me suis pas tenté des 2x6 parce qu'elle était trop étroite. Moi, je pense que tu as une opportunité ici d'y vendre quelques pièces qui vont lui permettre d'améliorer son camion. Ah, ça, c'est Je te sûr. dis ça comme ça. On va continuer à se parler Le beau-père, le beau-frère, eux autres, ils en reviennent. J'arrive avec mon char, ils font comme non, je peux pas croire que t'as ça. Mais moi, tout ce qui sort de l'ordinaire, qui est vintage puis qui est pratique, là, je capote là-dessus. Moi, je serais un gars qui te referait des looks de voiture, mais champ gauche, mon gars, que tu ferais, ben voyons donc. Qu'est-ce qu'il a mis sur son char? Ça me fait triper. Moi, quelqu'un qui ose, pas quelque chose de dégueulasse, quelque chose de Ouais. bien fait, Ouais. mais oser aller dans un autre univers, là, moi, ça me fait triper. Si tout fit, je suis comme, ben il n'y a plus rien qui m'impressionne. là. Ouais. Oui, les mags sont beaux, mais oui, la petite ligne est là. Question rafale? On y Go. va? Oui. Dans Nitro, faisais-tu tes propres cascades? Ben oui, c'est là que j'ai appris à conduire le mieux pour faire mes cascades en voiture et physiquement. J'ai tout fait mes cascades dans Nitro. Il y a des bouts où c'est pas moi parce que des fois, ils filmaient ma doublure qui était là pour préparer la scène ou pour les affaires vraiment trop dangereuses. Il y a des choses, j'aurais pu me blesser puis je les laissais faire, mais c'est des fractions de secondes. Sinon, tout ce que tu vois de Nitro, c'est moi qui l'ai fait. Puis le char, je vais juste vous dire, s'il y en a que ça le tente ou si ça vous tente dans le podcast, vous irez voir dans Back to the Future, le 3e, il est en pick-up dans son Toyota. J'ai eu un Toyota 4Runner d'ailleurs. Et il fait comme un début de course et il part à reculons puis il fait un 180 degrés avec son pick-up. On a fait la même scène dans Nitro. Je ne sais pas si c'est Michael J. Fox qui conduisait, mais moi, je vous jure que c'est moi qui l'ai conduit dans Nitro aux côtés de la belle Lucie Laurier. J'avais fait cette cascade-là plusieurs fois de suite. Puis après ça, je rentrais dans un champ de blé d'Inde, full pin, en pick-up Ranger. C'était écœurant. Tout toi.
C'était tout moi qui l'a fait. T'as tourné où, ça? C'était tourné à sa rive sud, je te dirais, pas loin d'ici, probablement. Là. OK. On était dans le coin de Chambly, dans ces zones-là. OK. Prochaine question, tu préfères les autos essence ou électriques? Essence électrique, je suis pas... Non, on n'est pas là, pantoute. Pour moi, je regarde un char électrique puis je vis en crise. C'est bon, ça. On dirait que c'est le teaser, ça, pour le podcast. Ouais, hein? exactement. C'est pas pire, ça. Est-ce que cette continuité que Hyundai a pris et le changement de direction publicitaire te plaît? Aimes-tu ça, cette nouvelle formule avec Marie-Lou aujourd'hui? Je te dirais, j'ai pas vraiment d'opinion à te donner par rapport à ça. Parce que pour moi, et là, je vais sortir. Tu sais, j'aime ce que Marie-Lou est. Je reconnais son talent. C'est toute une chanteuse, c'est une femme d'affaires exceptionnelle. C'est quelqu'un que j'aime bien. Ouais, tu sais. ouais. Et j'ai rien à dire sur son travail en général. Cela dit, ce que je pense par rapport à la continuité, c'est que c'est tellement été un clash important que soit c'est brillant puis que Hyundai sont hyper satisfaits avec ça, ou soit que c'est quelque chose qu'on fait et attends une minute, tu passes de Guillaume à Marie-Lou. C'est deux univers tellement complètement différents. Je ne sais pas si j'aurais fait ce move-là si j'avais été avec Hyundai. Mais il n'y a rien contre la personne qu'est Marie-Lou. Au contraire, comme je te dis, je lui souhaite que du succès, puis je crois qu'elle sait comment aller chercher du succès. Oh, ouais. La seule chose que je sens, si j'étais son agent en ce moment, je dirais, essaye de convaincre la gang de Hyundai qu'on sente un peu plus ton attachement À la marque. à la marque, à ces voitures-là, plutôt que de bien paraître pour la marque. Si j'étais son agent demain matin, j'y dirais ça. Pour garantir une continuité puis un long terme à son association, parce que c'est ce que je lui souhaite d'abord et avant tout. Il y a une autre Marie-Lou que tu connais bien Ben oui, et qui est aussi porte-parole d'un ben oui, constructeur automobile. bien sûr. Comment tu perçois son travail chez Chevrolet? Elle fait un super bon travail, Marie-Lou Wolfe, pour bien Ouais, faire ouais, la ouais. différence. Marie-Lou Wolfe, je pense que Chevrolet a eu un coup de génie d'aller chercher Marie-Lou Wolfe parce que ça concorde avec notre séparation ou proche d'eux. Et pour moi, Ah oui, j'avais pas fait le lien. Oui, OK. c'est très proche. Oui. Et pour moi, c'est un coup de marketing brillant parce que Marie-Lou est ce qu'elle est, une réalisatrice exceptionnelle, une super actrice, une femme d'affaires, une maman exceptionnelle. Ça, je suis obligé de le dire parce que c'est vrai, puis parce que je la vois. On a deux enfants ensemble. Oui, tu sais. oui. Fait que elle a fait un super bon travail en tant que porte-parole. Et eux ont été extrêmement brillants d'aller la chercher, elle, pour, comme je te dis, ce qu'elle est comme personnalité publique, ce qu'elle est comme humaine, et aussi au niveau marketing. Son chum vient de la laisser et on va la chercher comme porte-parole automobile. C'est comme, ben oui, Tu penses qu'il y a une C'est cause un- à effet direct? ben s'il n'y a pas de cause à effet, c'est un heureux hasard. OK. Je dis pas en tout que c'est grâce à cette séparation-là Ouais. qu'elle a eu ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis qu'au niveau marketing, il y a quelque chose de brillant de faire en sorte que, ah ouais, vous terminez votre union, toi, tu es un porte-parole de char, Ouais. ben elle aussi. Et Ouais, ça, ouais. c'est comme, moi, je suis dans le bureau là, stratégique, là, je fais, oui, Puis ça me ramène un peu à dire, regarde, ça, c'est un effet du Star System québécois. Ça se pourrait pas, ça, ailleurs. peut-être. Tu sais? Ben, tu sais, mettons Tom Cruise, Nicole Kidman. Oui, oui. Ah, wow, Marie-Lou, OK. je te compare à Nicole Kidman, c'est pas rien. Mais moi, je me compare à Tom Cruise. Ouais, c'est Mais ça. tu comprends, s'il y a une association quelconque avec un Tom Cruise à l'époque, qui en a pas, mais Ouais. et Nicole Kidman, puis à un moment donné, tu vois qu'ils se séparent, ben moi, je suis une compagnie, je saute sur Nicole Kidman. Là. Tu comprends-tu? Sur l'opportunité en tant que Sur telle que- l'opportunité de faire, ça Ouais, va c'est- faire... C'est bien de reprendre sa phrase parce que, oui. Oui, merci. Je saute sur Nicole Kidman, évidemment. Je sauterais dessus aussi pour d'autres raisons, mais ça, c'est à moi. Parce que je la connais depuis longtemps. Puis Nicole Kidman, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est notre fantasme depuis très longtemps. Là. Je me permets de te dire que probablement... Ben, le toi aussi- googler en gang- finissant le dans gang le des podcast. BMX. Le gang des BMX. Ouais, fait que va voir le Fait gag que des t'iras écouter BMX. ça sur YouTube. Tu vas comprendre, Nicole Kidman est dans Voilà. notre cœur et dans nos fantasmes depuis longtemps. Tout ça pour dire que au niveau publicitaire, c'est pas compliqué. Parlez-en. Tu veux que les gens en parlent et tu veux que les gens soient comme oui. C'est pour ça que quelqu'un qui est, mettons quelqu'un qui n'est pas controversé, Ouais. qui n'est pas dans les. Il a besoin d'être
crissement aimé pour qu'il soit efficace. T'es mieux d'aller chercher quelqu'un. Tu sais, demain matin, là, quelqu'un qui est brillant, il s'en va chercher Éric Salvaille. Parce que l'association va être fulgurante. Il y a tellement de choses alentour. Ben oui, écoute, demain matin, tu vas chercher Éric Salvaille, c'est comme au niveau marketing. Au niveau marketing, ça va être un coup de génie. Oui, absolument. T'sais, moi, demain matin, tu veux faire un coup de génie avec moi? Tu m'engages comme porte-parole d'une compagnie qui fait des vaccins. Tu comprends-tu? Je veux dire, je ne serai pas là. Mais demain matin, quelqu'un fait comme, OK, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse parler? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Bien, en fait... Il faut que tu fasses quelque chose qui n'a pas d'allure. Sais-tu ce qui est génial? Les gens ne le savent peut-être pas, mais Jay Leno est toujours habillé en jeans. Et il est porte-parole d'une compagnie de vêtements qui s'appelle Buttercloth aux États-Unis, qu'il ne portera jamais lui-même, et il le dit dans ses pubs. Mais il recommande à tout le monde de porter ça parce que c'est bien plus confortable que ses jeans. Tu sais, je trouve ça fantastique comme très pub. habile. Tu sais, moi, je suis Jay Leno, évidemment, parce que c'est un grand collectionneur automobile. Ouais, ça. OK, je savais Puis pas il est ça. habillé en jeans de la tête aux pieds à tous les jours et son garde-robe est composé de 300 chemises en denim et de 300 paires de pantalons. Toujours habillé pareil. Aussi. Fait que lui, il s'est jamais cassé la tête. Mais c'est un peu pour ça qu'ils sont allés le chercher. C'est justement parce qu'il y a un clash. Fait que Ben, ce que tu absolument. dis, Ben ça oui. fonctionne. Puis Ben tu sais, puis tu parles de collectionneur, Michel Barrette. ouais. Je veux dire, à quand une compagnie d'assurance va approcher Michel Barrette? Il y a, je ne sais pas combien de chars assurés plaqués dans son garage. Le Moins gars, qu'avant. tu veux l'avoir. Moins, tu Pas penses? qu'avant. Mais il y en a eu Oh énormément, oui. Oh là. oui. Tu sais, tu Ah fais- oui, puis en dans plus, il n'est l'imaginaire. pas assurable, probablement, ce gars-là, parce qu'il a fait de la course automobile, il a fait. Fait que tu vas chercher une compagnie d'assurance pour De t'associer. l'association avec. Ben oui, c'est Vraiment brillant. qu'un tu sais. gars qui saute en parachute à tout bout de champ, c'est dur à assurer. C'est dur à aussi. assurer Ouais, aussi, probablement. effectivement. Ah, puis il n'est pas assurable, lui, mais tu sais, Ouais. tu peux le prendre sous un autre Ouais, angle. ouais, c'est Et ça. quand une compagnie va allumer là-dessus, c'est sûr que ça va être une bonne association. Ah ouais. C'était quoi ta première voiture? Moi, ma première voiture, c'était celle que j'ai conduite en premier ou illégalement, parce que moi, je partais avec le Ford Ranger de mon père. Je n'avais pas mon permis de conduire. La première qui t'a appartenu. Ma première qui m'a appartenu, ça a été... J'ai convaincu mes parents, parce que j'avais pas les moyens d'avoir une auto à moi, d'acheter une Lada flambant neuve. Fait que la Lada Samara, Oh flambant là là. neuve, concessionnaire de Sainte-Agathe à l'époque. Ouais. Puis, écoute, j'ai pas eu de problème avec. Ça allait bien, ce char-là, pour vrai. C'était pas cher. C'était 6 500 taxes incluses, je crois. Char flambant neuf, mais j'ai fait un paquet d'erreurs. C'est que je voulais le modifier. OK. Fait que j'ai Attends arraché un peu, les attends deux. un peu, là. Alors, là, il y a une succession de drôleries. Oui. Tu as convaincu tes parents Oui. de t'acheter une Lada comme Oui. première voiture. Oui. Ben, familial, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir chacun notre voiture. Fait qu'eux autres, il y avait une Renault 11. OK. Tu sais, c'est une Renault avec le Ouais. hatchback. là. Oui. Non, pas Renault hatchback. encore, Sédan. là? Ouais. Encore. Puis, écoute, c'était fucké, ce char-là. Il allait plus bien. On avait un piton, comme les pitons d'aujourd'hui, mais c'était pour faire partir le démarreur parce que la OK. clé tournait plus. Bref, là, je leur ai dit, hey, sérieux, la Renault, là, c'est fini. Allons chercher une voiture neuve. Ils font, ben là, quoi? Une Lada. Ça, c'est mon chum Stéphane qui m'avait dit, ben oui, Lada, parce que lui, il tripait sur les Jeeps. Ça, t'as pas dit ça en entrevue quand ils Jamais. t'ont engagé chez Hyundai, hein? Non. Non, OK. Non. Parfait, juste pour être certain. Mais moi, si Puis je là, raconte les attends, chars que mais j'ai là, eu- tu pousses la note plus loin en disant, non Tu l'as modifié. seulement Je l'ai ils ont modifié. acheté, mais modifier une Lada, y avait-tu des tuners de Lada? Y avait-tu des pièces de performance pour des Lada? Tu t'achetais des mags 13 pouces avec des vénitiennes? Non, regardez ça. Mais la première chose, c'est que tous mes chums As-tu une photo? avaient... Ah, non, malheureusement. On n'aurait pas à mettre dans le pas de podcast, ça aurait photo. été Regarde. écœurant. là. Ah, c'est tellement triste. Écoute bien ça. La première chose que je modifie, c'est les sièges. Les sièges de Lada étaient plus ou moins confortables puis ils ne te tenaient pas vraiment. Mes chums avaient tous des Golf GTI Ouais. modifiés et les sièges étaient vraiment confortables. Fait que je m'en vais encore à Scrap, à Bellefeuille dans le temps, et je pogne 2 bancs de Golf. C'est beaucoup trop large, ça ne rentre pas vraiment. La En fait, Lada. dans la Lada, ce que ça t'empêchait de faire, c'est de te mettre à reculons. De mettre le break Fait à que- bras. ou de mettre le break à bras. Fait que là, tu étais pogné à pogner le break à bras juste au bout de tes doigts parce que ta main rentrait plus au complet. Et surtout, le reculon, il fallait que tu rentres dans le banc parce que le reculon était comme ça, comme ça. Fallait que tu rentres dans le banc, mais d'une façon agressive. Fait que ma mère était plus capable de reculer avec le char. Elle était en tabarnane. Puis, Ça te j'avais. donnait plus de temps de conduite? Oui, écoute, puis j'étais confortable. Et fait que là, j'avais changé les 2 bancs, mais pour qu'ils avancent puis qu'ils reculent, j'avais été faire une plaque, en tout cas, puis avec une barre de métal, mais ça glissait pas, fait que tu n'étais pas capable d'avancer puis
de reculer le banc. C'était vraiment C'est redneck un pathétique. peu, là. C'est redneck en crème. Puis finalement, j'avais changé le bras de vitesse parce que j'avais vu, moi, je me tenais avec les frères Forgette qui étaient amis avec Jean-Luc Brassard. C'était OK. mes idoles, là, ça. Moi, OK. là, j'ai pris des cours de boss à l'époque. Puis il y en a un qui avait mis un bout de bâton de ski à la place de son shifter. Et ça, j'ai été mettre ça sur ma Lada. C'était comme mes 3 affaires, c'était de changer les bancs, changer le shifter et me mettre une boîte de son, mon gars, là, avec un ampli, avec une radio, mais d'une puissance qui n'avait aucun sens. Tous les boulons se sont dévissés en l'espace de 6 mois. Les char. grounds ne fonctionnaient plus. Ça s'est arrêté là. Tu ne pouvais pas reculer, tu ne pouvais pas avancer ton siège, mais ça sonnait en tabac. Combien de temps vous l'avez gardé? J'ai gardé ça peut-être 2 ans. 2 ans quand même. C'est quoi la voiture que tu as le plus aimé, adoré jusqu'à ce jour? Delta 88. Oh! Delta 88. Pourquoi? C'est le seul De quelle année? Je peux pas te dire pourquoi. C'est le seul char que tu peux faire l'amour en conduisant. Ah, OK. Donc, on parle des Delta 88 avec les banquettes pleines. Merci On recule un peu. de spécifier. Ouais. T'avais rien, ça se faisait super bien. Tu peux continuer à conduire dans un petit chemin de campagne tranquille. Même Avec à d'accord, trois. là, tu sais, là. Même à, tu sais, rendu là. Je me suis pas rendu là. Non. Je me suis pas rendu là. Mais écoute, cette conduite-là, pour moi, là, puis je suis jeune, là. J'ai pas 20 ans, là, quand j'ai ça, là. Mais moi, là, le Delta 88, là, partir. Écoute, je trouvais ça extraordinaire comment c'était confortable. Tu pognais une bosse, mon Surtout gars, là. C'est après comme... une Lada, là. Effectivement. Il y a Mais un clash, là, quand mon même. Delta 88, j'en aurais un demain matin. J'aimais tellement la conduite, mais je dois te dire que le Toyota 4Runner, Ouais. ça, là, ça, c'était écœurant. Je l'avais acheté, il y avait 395 000 km. Commençait à être J'ai rodé. payé ça 2500 $. Puis j'ai jamais eu de problème avec. En quelle année, ça environ? Ça, on est en... on est en 2000, 99-2000. Avant que tu naisses, là. Oui, un petit peu C'est avant ça. que tu naisses, là. Quelques ans. Il était même pas... Le truck était là, puis j'étais même pas dans le coin. Ouais, c'est ça. Guillaume, tu es un gars de projet. Là, tu as fait des conférences récemment qui ont Ouais. fait beaucoup jaser. C'est quoi tes prochains projets? C'est de continuer à faire des conférences. Ouais. Bien, regarde, ça marche. Je te parlais d'association de Parlez-en mal, parlez-en bien. Oui, évidemment, là, je parle à part ton contrat de porte-parole chez Pièces d'Auto Super. Oui, à Les part mon autres contrat de projets. porte-parole chez Pièces d'Auto Super, je m'enligne sur la plateforme. Je suis en train de créer une plateforme de diffusion un peu comme un Netflix québécois. OK. Alors là, je m'associe, pas je m'associe, mais je regroupe des gens. D'ailleurs, en sortant d'ici, j'ai une rencontre importante avec un gars qui fait des podcasts, un humoriste très connu. Bon, je vous dis pas qui, mais vous pouvez deviner. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est regrouper des gens parce que la plateforme que je suis en train de créer, c'est c'est un hybride entre Netflix et YouTube. C'est d'avoir du contenu québécois par des créateurs québécois, que ce soit des artistes, comédiens, réalisateurs, producteurs, animateurs, et de regrouper ça sur une chaîne qui fait en sorte que les gens vont aller là, ils vont choisir leur artiste et ils vont pouvoir aller voir leur contenu. C'est quelque chose qui aurait dû être fait par quelqu'un d'autre que moi qui a beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai pris mes économies, sincèrement, pour créer cette chaîne-là parce que j'y crois. Puis je crois que la culture québécoise est hyper importante. Il faut la garder. Mais comme on est en train de défriter tranquillement puis qu'on dépend des gouvernements, je pense que c'est le temps de se mettre ensemble pour devenir plus efficace. Alors, si tu as une chaîne comme celle-là ou une plateforme comme celle-là où tu as, mettons, 100 000 personnes qui vont mettre un petit montant par mois, on va être capable de recommencer à faire des productions, mais pour et par nous-mêmes versus attendre toujours pour Attendre des les subventions. ouais, ben qui ouais. sont essentielles, soit dit en passant. Les subventions du gouvernement sont essentielles, mais il faut qu'il y ait un groupe privé, selon moi, se crée pour faire une Ben, plateforme. j'entendais récemment, pour finir là-dessus, Louis Morissette parler du fait qu'il y avait eu des demandes, des intentions, qu'une partie des revenus qui découlent des billets de spectacle, de ces trucs-là, soit réinvestis dans la culture québécoise. Je trouvais que l'idée était absolument géniale. C'était sur Télé-Québec, là, qu'il y avait eu une entrevue. Puis c'est un gars qui a une belle vision quand même. Bien sûr, Fait que un gars extrêmement brillant. J'avais trouvé qu'il y avait une très belle vue d'ensemble des solutions pour régler ça, parce qu'effectivement, si on continue comme ça, on va perdre encore plus que ce qu'on a déjà perdu. Oui, puis la culture est bien plus importante qu'on pense. La culture, c'est un gros moteur économique très, très, très puissant. Puis je vous donne un exemple très, très simple. Tu as une ville minuscule dans laquelle il y a une salle de spectacle, par exemple. C'est rassembleur. Dis-toi que le mardi soir, tous les restos de la ville vont être pleins. Fait que ça, c'est une économie. Fait que pour une pièce investie, je pense qu'il en revient 3 ou 4.
c'est vraiment Ouais. générateur. C'est extraordinaire, la culture québécoise, par rapport à l'économie. Puis, ça, c'est Don Romano, le grand patron de Hyundai Canada. Ses parents étaient des musiciens. Lui, c'était un pilote d'avion, mais qui a joué de la musique aussi. J'y ai dit, c'est quoi pour toi la culture? Pourquoi? Parce que je sentais son ouverture d'esprit par rapport à la culture. Je l'ai compris quand il m'a raconté son histoire. Un fan fini du Canadien de Montréal. Lui. Oui, et un surfer qui vient de Californie. Le gars, il m'a dit, la culture, c'est exactement comme de l'huile dans un moteur. C'est pas l'huile qui fait avancer le char, mais si t'as pas d'huile, t'es faite. Il dit, la culture, c'est ce qui fait le relâchement au niveau de la société, d'écouter un film, d'écouter une série, d'écouter de la bonne musique, qui fait juste comme... Ça te permet de passer à travers la vie difficile qu'on a à traverser, tous et chacun. Il dit, c'est ça la culture. C'est une espèce de... C'est pour ça que, regardez ce qu'on voit, puis qui est le plus populaire, on revoit Jim Carrey, on revoit des artistes qu'on regarde 5 secondes de ce qu'il a fait à une autre époque, puis on fait comme... c'est une détente immédiate. C'est des références. Ouais. C'est des références, on est nostalgique. Exact. Fait que la culture, elle est absolument essentielle dans une société. C'est ton identité aussi. Puis c'est ça qui fait que tu peux traverser l'océan facilement. Parce que si tu t'en vas demain matin vendre, mettons, ton entreprise en France, t'es mieux d'envoyer ton porte-parole avant d'envoyer ton entreprise. Des entreprises similaires, il y en a. Mais s'il y a quelqu'un ou un humoriste ou un acteur, quelqu'un qui est flamboyant, qui va représenter ton entreprise, tu veux traverser aux États-Unis aussi, les gens vont être comme « Ah, mon Dieu, c'est qui cette personne-là qui représente ça? C'est extraordinaire. » Fait que ça vient de la culture. C'est ça qui est important pour moi. En terminant, as-tu en tête une entreprise automobile, un constructeur automobile qui aurait sérieusement besoin d'un porte-parole au Québec? Je suis curieux d'avoir ta perception sur une marque qui est peut-être sous-représentée et qui aurait intérêt à avoir quelqu'un pour les faire rayonner. Ta question est très intéressante. Je vais commencer par te dire les besoins que j'ai, qui, je crois, seraient utiles pour des familles québécoises, parce qu'il faut savoir qu'avant d'aller avec Hyundai, moi, si Cadillac ou Audi ou n'importe quelle grande marque m'avait approché, j'aurais dit non. C'est facile à dire après ça, puis tu dis... Mais j'aurais dit non, pourquoi? Parce que je suis conscient que moi, je parle à la masse et je parle à toutes les classes de la société. Fait que si j'avais été devenir Mercedes, c'est comme, dans ma tête, c'est comme si j'avais tassé une partie de la société en leur disant, bien là, c'est plus à vous que je m'adresse, mais quand je fais un film, je m'adresse à tout le monde. Et c'est important. Ça fait partie de mon ADN, puis ça fait partie aussi du discours de mes parents. Donc, je reviens à ta question. D'abord, je convaincrais Suzuki. Bien, ça serait dur parce qu'ils sont plus là. Non, pas Suzuki. Non, excuse-moi. Subaru. OK. De ramener la Justy. OK. Améliorer. Parce que pour moi, c'était le véhicule par excellence. Si tu fais choisir s'il était 4x4 ou pas, d'un seul bouton. C'était un vrai 4x4, hein? C'était pas un intégral. Et pour moi, au Québec, c'est absolument essentiel d'avoir un 4x4. Les hivers qu'on a, la façon dont on vit dans nos villes, il faut que tu ailles 4 roues motrices. Quand tu as goûté à ça, tu t'en débarrasses plus jamais après. Tu peux plus t'en débarrasser. Alors, j'aurais tendance à travailler Subaru sur une diminution de la consommation, parce que Subaru ne sont pas reconnus pour être, pas économique. Non, ils se lancent dans l'électrique ces jours-ci, là, avec certains produits, mais effectivement que les moteurs Subaru, c'est pas les moins énergivores, là. Les plus énergivores, moins énergivores, pardon. Ils ne sont pas super économiques. Tu sais, je travaillerais sur l'économie, mais en même temps, je trouve que c'est une marque qui gagne à reprendre son espèce de notoriété qu'elle a eue autrefois. Demain matin, là, je regarde les chars, là, puis Subaru, on dirait qu'il est loin dans ma tête. Il n'est pas comme proche pour moi. C'est ta perception. C'est ma perception des choses. Puis moi, je suis un public très moyen. Je peux pas te dire pourquoi, je m'intéresse pas, je vais pas au salon de l'auto, c'est pas quelque chose qui me parle. Mais tu me dis demain matin, lequel qui a besoin, mais je te dirais, bien, Subaru, il me semble qu'il est loin derrière, puis on n'entend pas beaucoup parler. Pourtant, c'est des super véhicules. Et sinon, je me tournerais vers, je te dirais, Volvo. Moi aussi, Volvo, on dirait que c'est loin en arrière. On dirait que c'est pas celui à qui il va penser en premier. Ouais, ça... Puis Marc finalement... fait face à des défis de ce temps-là, là, absolument, ouais.
Puis tu vois, tu dis ça, je ne saurais pas pourquoi. Bien, dans un contexte économique où, évidemment, il y a beaucoup de modèles qui sont coupés à cause des contre-tarifs, à cause du fait qu'on fabrique des modèles aux États-Unis, qu'on n'est plus capable de les vendre ici à prix raisonnable, qu'on a joué dans l'électrique beaucoup, puis qu'il y a eu un recul par rapport à ça. Fait qu'il y a un redorage d'image qui a besoin d'être fait, effectivement. Puis je me trompe-tu, mais je te dirais Honda a besoin d'un coup de main en ce moment au niveau de son image. Tu ne te trompes absolument pas. Parce que Honda, pour moi, c'était une référence absolue. C'était comme la barre à dépasser dans tout. Avant, là, si tu avais un Honda, tu ne te cassais pas la tête. Mon chum, il y a eu une bottine, là, on appelait ça une bottine. Là, c'était les 80. C'est ça, exactement. Ça, là, c'était un tank. Puis Honda, j'avais appris que Honda, Monsieur Honda, avait investi, puis ça, c'est toi qui vas pouvoir me corriger si je me trompe, il avait investi un pourcentage très minime sur la recherche et le développement obligatoire pour chaque profit qu'il ferait pour le reste de l'histoire de Honda. Ce qui fait que Honda se sont mis à inventer des affaires parce qu'ils n'avaient pas le choix de dépenser ce pourcentage-là pour améliorer. Puis c'est comme si... Ils sont où, là? Ils sont où, Honda? Comment ça fait qu'ils ne sont pas en avant encore? Comment ça fait qu'on est... Tu sais, je veux dire, tu t'achètes une génératrice demain matin, là, ben, que ce soit une Yamaha ou un Honda, on dirait que ça, tu t'en fous un peu. Ben, alors qu'avant, c'était... Je vais virer ça de bord. Comment ça se fait qu'Hyundai a dépassé Honda? Oui. Ils ont gardé leur statut qu'ils avaient, qu'ils pensaient qu'ils allaient persister. Honda a une réputation de fiabilité, mais a perdu le cool factor et a peut-être aussi perdu l'attrait du produit vraiment passionnant. Oui. Il y a l'image de marque, il y a le côté passionnant. Ça, on l'a un peu perdu. La fiabilité, c'est encore là, mais c'est pas le seul critère. C'est plus sexy, Honda, alors que ça devrait redevenir très sexy par sa fiabilité, par ce qu'ils ont été et par ce qu'ils sont dans toutes. Les motos, les VFR, pour moi, c'est la meilleure moto qui existe parce que c'est un sport touring. C'est super confortable, ça a du torque à bas régime. Ils font des motocross écœurants, ils font des enduros géniaux. T'sais, Honda, pour moi, là, c'est... Des tondeuses ordinaires. Là, mais ça. Ah oui? Je n'ai pas essayé. Mais tu sais, eux autres, ils pourraient, selon moi, remonter au niveau de l'image parce que je pense qu'ils ont le produit, mais ils n'ont plus la cote sexy, selon moi. Je pense que le temps, il file pas mal, Antoine. Oui, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Et puis, je te souhaite bonne chance dans ta négociation avec Jonathan. Oui, on va aller s'asseoir en sortant d'ici. Je vous laisse jaser de tout ça, les gars. Mais bref, c'était bien agréable de t'avoir ici. Mais merci beaucoup. Puis ce qui est génial dans ton affaire, c'est que c'est facile à retenir. C'est super. Exactement. Bon merci beaucoup d'être venu, Guillaume. C'est très apprécié. Que ça se règle tantôt. Exactement. C'est un plaisir, n'importe quand. Bonne continuité. Merci.